La folie était venue avec la pluie. Août touchait à sa fin. Mon enfance aussi, mais je ne le savais pas encore. Dès le commencement de l'après-midi, les nuages, comme un cortège d'anges maléfiques, avaient obscurci le ciel, aiguisant l'air colère, réveillant les soifs, les faims et la méchanceté des hommes. Et depuis que le corps de Mervillus avait été trouvé la veille dans une ravine non loin du quartier des Dalles, la folie, comme la mort, comme l'enfance arrachée, était venue avec la pluie. Très vite, les rues furent inondées par ces averses qui s'abattent toujours en cette saison et nous retournent l'âme comme une terre à labourer sans merci. 4 hommes avaient porté sur leurs épaules en direction de la maison de Désilia le cadavre de Mervillus recouvert d'un drap blanc. Ils avançaient péniblement comme un tap-tap qui se serait enlisé ou un navire qui tanguerait sous les assauts du vent. Leurs jambes s'enfonçaient dans la boue et ils hurlaient leur colère. La pluie frappait leurs torses nus de ses lanières acérées et ils rugissaient encore plus fort. Tenant Jonas, mon jeune frère, par la main et courant à en perdre le souffle, je rattrapai ma mère autour de cet équipage fougueux, mêlant ma voix au gémissement des femmes, à la stridence de leurs cris, au hurlement des hommes. La nouvelle était arrivée jusqu'à Désilia, qui rejoignit le cortège à mi-chemin. Quand l'un des hommes souleva le drap, Désilia poussa le long cri plaintif d'un animal qu'on égorge. Les yeux révulsés, agitant les bras de droite à gauche, elle déchira ses vêtements et courut dans tous les sens, faisant gicler sur son passage l'eau des mares entre les cases. Très vite, Boss-Charles et Rameau la rattrapèrent de leurs bras robustes. Épuisée, Désilia se laissa encercler et nouer comme une bête en captivité. Aidée d'Espérance et de Nerlande, ma mère entoura ensuite la taille de Désilia d'un grand mouchoir. Question d'aider la douleur, là dans ses flancs, à faire son temps et son nid, comme on porte un enfant. On installa le corps dans l'une des 2 pièces de la case. Puis, comme le veut la coutume, on recouvrit l'unique miroir d'une pâte d'amidon pour enlever à Mervillus toute envie de surgir de cette surface lisse pour venir troubler le repos et le sommeil des vivants. Espérance s'occupa de la toilette du mort et ma mère entama les préparatifs du bouillon pour la veillée. Zulema offrit les abats, Nerlande le malanga et les carottes, Concepcia le cresson et les bananes plantains. La pluie s'apaisa dès les premières ombres. J'aidai ma mère à préparer le repas, à servir le café à ces hommes rustres, ces hommes de désir et de privation, qui posaient sur moi leur regard de fièvre, comme s'ils cherchaient des pistes de feu. Jonas ne tenait plus en place, la journée avait été longue. Il jouait encore pieds nus dans les flaques d'eau à l'entrée de la maison de Désilia. Et bientôt, me tirant par le bras, il réclama vivement ces images brillantes et dures, que dans la lumière déclinante du jour, je prends plaisir à convoquer pour lui, rien que pour lui, et qui à force était devenue comme sacrée, celle des algues phosphorescentes, des cohortes d'anges et de lutins, des sentiers aux senteurs de goyave, des blessures tracées dans l'os par la pointe d'un coutelas, d'ogres se rassasiant des chairs d'enfants et de crépuscules mauves. Après le repas, les hommes se partagèrent 3 bouteilles de rhum et d'autres alcools, du trempé d'anis et de cerises et jouèrent au domino toute la nuit. Trouvant la mélopée dont les femmes, lèvres serrées, âmes cousues, enveloppaient la nuit, les hommes évoquèrent à tour de rôle les souvenirs du défunt. Mervillus était parti marauder dans les quartiers du haut de la ville et il n'avait pas eu de chance. Baptiste parla plus que les autres. Baptiste a toujours admiré Mervillus, bien plus jeune que lui, qui possédait une arme et arrivait à faire vivre Désilia et son fils Quesnel mieux que toutes les femmes et tous les enfants du quartier. Sans compter Mimose qui travaille chez un couple de médecins à Péguiville, dans une villa cachée derrière de hauts murs, enfouis sous d'épaisses bougainvilliers. Baptiste n'avait jamais osé l'accompagner dans ses tournées. Mais Mervillus savait comment les faire rêver, lui et les autres. Mervillus militait au parti des Démunis. Des militants du parti étaient venus un après-midi jusqu'à notre quartier dans un grand tumulte de voix. Elles étaient aussi fortes que celles qui éclataient au carnaval ou dans les sermons des adventistes du 7e jour. Ce jour-là, ma mère et moi revenions à peine du marché. Je la vis poser son panier sur le seuil de la maison et rejoindre au bout de la rue le groupe des hommes et des femmes qui discutaient avec animation, comme si leur vie en dépendait. Agglutinés contre les 2 camionnettes des hommes du parti des Démunis, nous buvions les paroles des orateurs qui nous décrivaient un bonheur d'une rare extravagance, celui que les riches ne nous avaient jamais laissé entrevoir. Les mots puissants, magiques, firent fondre en un instant notre épaisse carapace de doute et de méfiance. Et bientôt l'agitation gagna aussi les enfants. Au son d'une musique nasillarde et frénétique, improvisée pour la circonstance, Jonas et moi nous déhanchâmes avec les autres, bien au-delà du départ des militants. La vie avait ce jour-là un goût d'eau fraîche et d'étoiles. C'était il y a 2 ans.
Depuis, à en croire Boss-Charles, le parti des démunis était devenu 5 fois plus riche que l'ensemble des partis des riches. Et puis, il y avait la mort de Mervillus, qui était venu tout changer. Au milieu de la veillée, je rejoignis Jonas endormi, tête baissée, la joue contre celle de Cocotte, la fille de Zulema, les bras autour du cou de Bonnel, le fils de Rameau. Tournant le dos au tumulte des adultes, à ces feux trop vifs de la nuit, je les rattrapais dans la liberté de leurs rêves, là où avaient déjà pris place des fraîches hirondelles et des poissons volants. Quand je me réveillais, il me semblait avoir été longtemps absente. Les mots avaient pris une couleur malicieuse et folle. La vigueur des gestes, l'avidité des soifs et la force des rires, tout avait décuplé. Les visages semblaient englués dans les ténèbres d'un monde perdu. La lumière des lampes à pétrole et des bougies semblait sortir du sol de terre battue et effleurait les joues, les lèvres et les sourcils, laissant de grandes taches d'ombre sur les visages, comme s'ils avaient été à moitié rongés par des rats. Je remarquais comme jamais auparavant les années de méfiance et de misère qui s'étaient incrustées dans ces visages et qui faisaient que nous scrutions le monde avec une curiosité aiguë et qui faisaient que nous le dévisagions aussi quelquefois avec une méchanceté égale à notre faim. Ce matin, Baptiste, encore imbibé d'alcool, sentant la sueur et la nuit moite, est parti très tôt rejoindre le groupe des hommes à l'entrée de la boutique de Boss-Charles. Et ma mère, comme toutes les autres femmes, attend. Elle aussi a à peine dormi, à cause de la veillée, à cause de la mort et de la colère. Quand au réveil je suis allée puiser l'eau à la fontaine, elle m'a demandé une nouvelle fois de faire attention. À mon retour, elle était debout sur le seuil de la maison, échangeant quelques mots avec Espérance et Nerland. Elle en a profité ensuite pour s'étendre sur le grand lit de l'unique pièce de la case. La case en dur n'est pas très grande. Baptiste l'a construite il y a 2 ans, à l'époque où il travaillait sur un chantier. Elle a l'air trapue et se confond avec la forêt de toits de tôle, de portes mal rabotées et de murs borgnes. Ma mère se fatigue plus vite depuis quelque temps. Elle est enceinte et a de plus en plus de mal à porter seule les paniers au marché. Heureusement, depuis 3 mois, je l'accompagne, mais ce n'est pas seulement pour l'aider que je le fais. Depuis qu'elle a surpris le regard d'Aubner posé sur moi un jour que je revenais de la fontaine, elle a décidé de confier Jonas à Espérance et de m'emmener avec elle. Elle insiste souvent, me demandant de ne jamais m'arrêter en chemin, et surtout de rester sourde et muette à tous ceux qui me diront que je suis forte et belle pour mon âge. Je lui ai présenté un visage d'innocence, lisse et net, mais je sais que Baptiste fait à ma mère ce que les hommes font aux femmes, et qu'elle craindrait de voir Aubner ou un autre me faire. Baptiste est le père de Jonas. Je ne connais pas mon père. Du plus loin que je me souviens, il n'y a toujours eu que ma mère. Alors quelquefois, je voudrais me boucher les oreilles et fermer les yeux, de quoi faire disparaître Baptiste. J'entends souvent leur souffle mener la nuit quand ils sont secoués de la tête aux pieds dans un vacarme sourd de chat, sur le grand lit bosselé et déformé. Baptiste est revenu de chez Boss-Charles il y a quelques minutes. Les funérailles de Mervillus seront chantées dans 2 heures. Le prêtre a accepté parce que Boss-Charles a versé d'avance un peu d'argent. Ma mère et lui se sont partagés un seau d'eau. Ma mère s'est mise une poudre trop claire pour l'ébène de sa peau. Elle a revêtu son unique robe bleue et ses chaussures noires d'occasion. Baptiste a l'air tout drôle dans son costume 2 fois trop grand pour lui. Leur parfum bon marché embaume la pièce et recouvre l'odeur fauve des jours où l'argent de l'eau fait défaut. Au départ des adultes, le silence subit du quartier s'est engouffré dans nos eaux. Jonas a ouvert son pantalon tout déchiré et lancé son jet d'urine vers le ciel. Comme hier, le jour précédent, le cortège des nuages s'est défait dès le début de l'après-midi. Le plus impétueux d'entre eux frôle déjà la terre dans le grondement sourd des orages et au milieu des éclairs ébranlant le ciel. Cocotte et Bonnel nous rejoignent. Bravant les interdits, nous nous déshabillons et nous nous livrons à l'ivresse de l'eau, riant à fendre la terre en 2. L'averse a duré assez longtemps pour éveiller la faim et les soifs endormis au cœur des hommes et abreuver leur colère. Les corridors qui serpentent entre les cases se sont transformés en lacis boueux. Les hommes sont revenus des funérailles, ivres de rage. Baptiste ne me semble plus maigre que d'habitude, ses joues plus creuses et ses yeux encore plus enfoncés dans leurs orbites. À croire que subitement cette maigreur relevait du surnaturel. La cicatrice sur la joue gauche de Quesnel me paraît plus profonde, plus large aussi les mains velues d'Aubner. Anos a entamé il y a quelques minutes un chant, et chacun a suivi, mordant dans les mots, mangeant les syllabes. Les voix s'élèvent à mesure, comme décuplées par la pluie. Dans les cases, les bougies et les lampes à pétrole se sont allumées dans une atmosphère irréelle et biblique. Les chants guerriers des lointaines guerres d'Afrique, des embuscades impardonnables des guerres d'ici, sont repris en chœur.
Et les dieux Ogun, Petro et Linglinsu soufflent dans nos voix, et je peux entendre leurs incantations et leurs grognements se mélanger aux appels de conques de Lambi, qui à leur tour se mêlent à nos chants. Des ombres de plus en plus nombreuses se déversent dans la nuit. Ma mère a saisi un bâton et est allée gonfler la foule de ceux qui sont déjà armés de machettes, de coutelas ou de piques. Je me fraye un chemin au milieu des pieds osseux, de jambes vigoureuses comme des troncs d'arbres. Les hommes martèlent le sol et les femmes aux hanches de taureaux ou effilées comme des épines piaffent dans la boue. Des roulements de tambour déchirent la nuit. La nuit est prise de convulsions. Et nous sommes une bande de pouilleux hagards, à la peau terreuse, aux yeux caverneux, dans des vêtements fripés. Même nu-pieds, nous ne sentons pas les tessons de bouteilles qui s'enfoncent dans nos talons. Nous surgissons sur la grande route comme une horde d'outre-tombes. Les derniers tatapes se hâtent de laisser la zone et les passagers apeurés se collent les uns aux autres sur la banquette arrière du véhicule. Nous avançons jusqu'à l'endroit où la nuit, comme une grande bouche, dévore la route. Nous pillons les boutiques, dévalisons les rares passants qui se sont attardés, attaquant l'unique véhicule de police et brûlant tout sur notre passage. Nous dressons des barricades aux quatre coins du quartier, avec des carcasses de voitures abandonnées, des pneus et des tréteaux. À l'arrivée du second quart de police, les coups ont fusé de partout. J'en reçois sur l'épaule, à l'avant-bras gauche. Les premiers coups de feu redoublent notre ardeur. Quand l'un des policiers tombe, les autres s'enfuient. Nous le cernons dans une sarabande macabre. Il est d'abord bousculé, puis nous le frappons au visage. Mais le coup asséné par Rameau l'assomme tout à fait. Nous sommes dans l'enchantement de la violence, les flammes d'un enfer qui nous réjouit, nous secouent de bonheur. La joie égale le sang répandu, la peur et la faim. Et c'est alors que Baptiste lève sa machette et se place juste au-dessus du corps. Ensuite, tout s'est passé très vite. Je me suis baissé, puis faufilé entre les jambes comme dans une forêt, et j'ai regardé l'inconnu. Et j'ai entendu dans sa gorge le gargouillis à peine perceptible du dernier souffle. Dans un mouvement brusque, je me suis reculée, confuse, retournée, hagarde. Et j'ai couru éperdument, me lançant tomber sur le sol derrière la porte d'une maison abandonnée à la lisière du quartier. Et j'ai ressenti la brûlure et la douleur à l'épaule et à l'avant-bras gauche. J'entends distinctement des pas lourds et prudents, comme ceux d'un chasseur à l'affût. La respiration est oppressée. C'est celle d'un homme. De ses ongles, l'homme gratte les surfaces rugueuses des murs, cogne contre le bois des portes et des fenêtres. Et puis soudain, une voix autoritaire et chevrotante à la fois murmure mon prénom. Plusieurs fois. Je reconnais la voix d'Aubner. Je respire à peine, prise d'une légère nausée. La première fois, je ne voudrais pas que ce soit Aubner. Je ne veux pas de ces grandes mains calleuses. Je ne voudrais pas me débattre, griffer et mordre jusqu'à ce qu'il me laisse pour morte. Je me recroqueville, j'ai peur. Je me tapis dans l'ombre, dans le ventre de la nuit et j'attends. Quand les pas s'éloignent enfin, je cours comme si des ailes avaient poussé à chacun de mes flancs. Et je ris malgré la douleur, malgré la peur. Et je continue à courir. Et comme par enchantement, mes forces augmentent. Pourtant même les ombres semblent exténuées. Certaines rôdent, perdues dans leurs rêves insomniaques. D'autres titubent de fatigue. Certaines pensent des plaies. Et d'autres errent dans les décombres. Moi j'exulte sous la lune. Je regarde là-haut le ciel lavé et pailleté. Et je rejoins les constellations et leurs mystères, leurs extravagances et leur beauté. La lune fait de grandes taches blanches, presque laiteuses. Je suis seule, enfin, seule à respirer sous cette lune. J'ai 12 ans et je me sens forte et belle.